Dans l'histoire du SICFA, il y a eu 4 communes qui avaient pour projet de créer cette entité. Donc il y avait la commune de Faha, la commune de Papara. Faha s'était désisté avant la création. Papara faisait partie du groupe fondateur du syndicat. Mais très peu de temps après, et suite notamment à un audit de la Chambre territoriale des comptes, ils ont préféré en fait, se retirer pour régler leurs soucis en fait, de gestion avant d'entamer cette aventure. Et ils ont peut-être eu raison parce que ça a été compliqué, la naissance du SICFA. Le SICFA aujourd'hui, c'est une équipe de 9 personnes. On va dire qu'on se professionnalise petit à petit. Et on est en train de créer des métiers qu'on ne connaissait pas au sein de ces 2 collectivités. Et c'est un challenge super intéressant de pouvoir gérer, mener ce projet à son terme. Donc là, on a abouti des étapes importantes. La première étape, c'était déjà de pouvoir finir les travaux, obtenir toutes les autorisations administratives pour pouvoir exploiter cette structure. Ça a pris du temps, c'était très complexe, mais on y est arrivé. Et donc, ce qui a abouti à l'ouverture de la fourrière en septembre 2022. Alors ça, c'était une sacrée étape. Plus personne n'avait foi en fait dans cette structure et dans la possibilité qu'elle puisse être exploitée un jour. Moi, quand je suis arrivé en fait au SICFA, c'est en tant que prestataire. Ils avaient besoin de moi pour finir les travaux et obtenir les fameuses autorisations. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans. Ça fait partie on va dire de mon métier d'ingénieur. Et je les ai accompagnés, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques à solutionner. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un important travail juridique, financier, comptable. Enfin, il y avait tout à revoir. L'équipe précédente, en fait, avait fait son maximum. On va dire qu'il y a eu quand même pas mal de problématiques liées à la gestion de l'humain. Et comme j'ai l'habitude de dire, en fait, un projet, c'est plus de 80% d'humain et très peu de technique. Là, on faisait appel à moi pour du technique. C'était pas compliqué, mais c'est l'humain qui a pris du temps. Et l'humain, c'est aussi les relations qu'on a, on va dire, entre cette entité, par exemple, et les différentes administrations qu'il a fallu, en fait, reconvaincre de l'utilité de cet outil et de la nécessité de se reconcentrer sur le traitement, en fait, des autorisations, des demandes d'autorisation. C'est pas évident. En cours de route, les élus proposent de me recruter pour que je puisse recruter et exploiter la structure. Donc j'ai accepté volontiers parce qu'on avait pour idée derrière d'apporter un regard nouveau sur la manière de gérer une fourrière. Le projet initial, il n'était pas très sexy. En tout cas, moi, ça ne m'intéressait pas de gérer une fourrière qui, pour le coup, avait pour vocation en fait, à ramasser un maximum de chiens dans la rue et à les euthanasier. Moi, je ne trouvais pas ça intéressant, alors que la gestion de cette problématique, nos animaux domestiques, en fait, est beaucoup plus large que d'aller les ramasser et les euthanasier. Au départ, le projet initial était un projet comptable, en fait. On ramasse ton chien, on essaie de retrouver les propriétaires, et puis après, derrière, on les élimine, en fait. Et dedans, on ne parle pas du chien, son histoire, de comment il en est arrivé dans la rue, pourquoi il est dans la rue en fait. Et nous, on y a réfléchi. Et pour nous, la base de tout ce qu'on est en train de développer, de tout ce qu'on a développé, c'est justement ce rapport qu'on a avec notre animal domestique à la maison. La solution, elle est là en fait. Et c'est pour ça qu'on se bat pour cette solution, c'est-à-dire qu'on s'est dit à partir du moment où on s'occupe bien de nos animaux en fait, à la maison, que ce soit un chat, un chien ou un autre animal, il n'a pas de raison en fait, de s'échapper de la maison pour aller chercher à manger, ou parce qu'il ne se sent pas bien en fait, à la maison, ou parce qu'on ne s'occupe pas bien de lui. Il n'a pas de raison d'être malade, il n'a pas de raison d'être agressif. Voilà. Tout le problème vient de là en fait. C'est comme pour nos enfants en fait. C'est exactement la même chose. Donc on est parti du même postulat. Occupons-nous bien de nos animaux, on va avoir beaucoup moins de problèmes derrière. Alors, il y a beaucoup de passionnés, de gens qui adorent les animaux, mais quand je regarde ce qui se passe chez nous, on néglige vraiment le bien-être de nos animaux. Ça se voit. En fait, c'est juste voyant et on n'est pas les seuls à le voir. Nous, les locaux, il y a aussi les touristes. Il y a beaucoup de forums qui parlent de ce problème qu'on a chez nous, de maltraitance. On peut parler de maltraitance. Rien que le fait de les laisser, en fait, comme ça, divaguer aux abords de nos maisons, en fait, c'est juste qu'on néglige en fait, d'en prendre soin et on ne s'inquiète pas de ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils ont bien mangé. Je pense qu'en fait, on méconnaît les besoins de nos animaux, c'est tout. Alors si on peut parler de choses spécifiques à la Polynésie, je dirais qu'on a, petit à petit avec le temps, on perd le sens de nos valeurs. On va dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça,
Quand je dis il n'y a pas si longtemps, moi je parle du temps de nos grands-parents. Le rapport au vivant, à la nature, il était vraiment complètement différent. Il y avait un profond respect du vivant, de la nature, de l'environnement. Et en peu de temps, on a basculé vers complètement autre chose, vers un nouveau modèle qui ne va pas dans le bon sens pour moi. Et donc, le chien, ça a toujours été un animal emblématique de la Polynésie, qui a été un animal utilitaire, mais aussi un animal totémique. Et pour autant, aujourd'hui, on a oublié ça. Et je pense que c'est important de remettre ces symboles au cœur de nos vies. C'est à partir du moment où on sacralise en fait le chien ou le chat, comme dans d'autres civilisations, on va en prendre soin. Le chien est super important. Il faut en prendre soin, parce qu'il est là aussi pour nous protéger. Alors, les gens, ce qu'on voit dans mon quartier, c'est qu'on va utiliser les chiens, mais point. Il va être notre gardien, il va protéger nos propriétés, mais on va l'attacher 24/24, on va pas bien le nourrir, et puis ça va pas forcément protéger du soleil et de la pluie. Ça n'a pas de sens. Tu souhaites que ton chien puisse vraiment bien protéger ta propriété et tes biens, et faut faire un minimum. Alors, je vais juste revenir à ce que je disais au début. Personne n'y croyait au début, qu'on allait simplement ouvrir, quelle que soit la configuration, l'esprit, la philosophie de la structure. Mais moi je dirais que le maire de Pont-Navia qui me connaissait par ailleurs, et certains élus aussi de Paea, en fait ont fait appel à moi parce qu'ils savaient que j'allais pouvoir relever le défi. Parce que c'était vraiment pas gagné. Moi quand je suis arrivé, on m'a dit non mais cette structure, on va en faire autre chose parce que là c'est pas la peine, elle va jamais ouvrir. On en a été à ce point-là. Donc je leur ai dit, je vous garantis qu'on va l'ouvrir, et puis on va l'ouvrir avec un autre état d'esprit. Et c'est vrai que ça, quand on a... Alors je suis pas le seul, moi je construis toujours mes projets en équipe, avec des amis, avec des prestataires, avec des collaborateurs. Et donc quand on a imaginé comment on allait pouvoir gérer différemment une fourrière en fait, et qu'on a proposé ces idées aux élus, c'est vrai que ça a été... on a eu une surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on propose ce type d'idée, de mettre en avant justement le bien-être animal alors que c'était configuré pour autre chose. Et pour les convaincre en fait, parce que j'ai utilisé l'argument économique, l'argument de la sécurité en fait, de la manière dont on allait travailler dans notre structure. Et je vais le détailler après. Et puis après on a fait. Moi, je suis quelqu'un de l'action, je réfléchis beaucoup, mais après, j'agis pour démontrer que ça fonctionne. Et une fois qu'on le démontre, ça devient évident. Parce que à la réaction de la surprise, il fallait montrer qu'il fallait gagner la confiance, notamment des élus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pratiqué d'abord avec les agents. C'est comment on fait concrètement quand on reçoit un chien pour bien le gérer, pour bien s'en occuper. Et quand je disais tout à l'heure, on a créé des métiers, nous c'est des métiers qu'on ne connaissait pas. Donc on a pris un expert, qui est M. Franck Duranto, qui est quelqu'un d'extraordinaire en fait, et dont c'est le métier depuis des décennies. Il a fait sa carrière dans l'armée et il s'occupait de chenilles, il s'occupait de centaines et de centaines de chiens. Donc il a l'expérience et là actuellement il est prestataire de la commune de Haloué, qui pour nous est une commune exemplaire sur beaucoup de points concernant justement la gestion des animaux. Donc on s'en est beaucoup inspiré. Et donc Franck nous a accompagnés à former nos agents. Il avait aussi lui une autre façon qui est beaucoup plus carrée, beaucoup plus militaire, pas au point qu'on souhaitait en termes de bientraitance animale. Mais lui, il garantit la bientraitance animale. Nous, on va un peu au-delà, un peu comme les refuges des associations de protection animale. Et on est une forêt un peu atypique. Donc pourquoi en fait il faut bien traiter un animal à la base, pour convaincre tout le monde et les élus, c'est qu'un animal qui est bien traité, il va être moins motivé à te mordre. Moi, je dois garantir la sécurité de mes agents. Donc ça a été facile de les convaincre du coup, de leur dire bon les gars, on va bien les traiter. On a eu des agents qui sont venus avec certains réflexes de la maison 1 et qu'ils ont vite corrigé parce qu'ils ont compris l'intérêt en traitant bien les animaux. Alors maintenant on en vient à un point où on fait des sorties fun quasiment tous les jours, on fait de l'éducation canine. Au début c'était pas le cas, on s'en occupait bien, on faisait en sorte qu'ils avaient suffisamment de nourriture, de l'eau.
pas de brutalité, des gestes, voilà. Et ça aussi, ça c'est l'accompagnement de Franck. C'est pour ça qu'on a apprécié toutes ces formations, c'est qu'il avait un vrai feeling avec les animaux, une vraie douceur. C'est un vrai choix qu'on a fait. Hein. Alors, je ne sais pas s'il accepterait le mot douceur, mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. La manière dont il travaille, et notamment à Aloué, il procède aussi aux captures avec les agents communaux. Et pour moi, c'est des méthodes douces. Qui sont vraiment intéressantes à prendre en compte parce que ça permet de ne pas brutaliser l'animal qui déjà se voit retiré de l'endroit où il est et puis qu'on emmène dans une structure qu'il ne connaît pas. Donc ça génère du stress tout ça. Hein. Donc l'idée c'est d'un bout à l'autre de la chaîne, alors ça nous on s'en occupe pas encore de la partie capture, mais c'est de pouvoir gérer un animal le mieux possible parce que c'est quand même traumatisant. Il y a peut-être des gens qui vont sauter en se disant mais pourquoi on prête autant d'attention à des chiens de la rue? Pour des raisons de sécurité, notamment. Mais aussi parce qu'on doit respecter tout simplement l'animal. Pourquoi on le brutaliserait dans une fourrière, dans un chenil? Je veux dire, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc nous, on voit l'intérêt inverse de bien s'en occuper. Donc la sécurité. Et en fait, pour l'instant, on ne recense aucune morsure. Et bon, après, les chiens n'ont pas les mêmes caractères. Hein, mais l'idée aussi de pouvoir comme ça bien les traiter, donc de faire de la pré-éducation canine, on n'est pas encore des éducateurs canins, hein, je ne prétends pas qu'on le soit, mais on va l'être. Ça aussi c'est un des objectifs qu'on s'est fixé cette année, c'est que certains des agents suivent les formations pour devenir des professionnels. On est en train de créer des métiers, voilà. Et on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne va pas être de simples manutentionnaires en fait, de fourrière. On va devenir des experts. C'est mon souhait pour qu'on connaisse vraiment les chiens. Et j'ai regardé en fait des contenus de formation justement sur l'éducation canine, c'est ultra intéressant. Et ça va vraiment au cœur de la biologie, du comportement, et ça va nous permettre de mieux appréhender en fait les animaux qu'on gère ici. Et pour moi, c'est important. Donc c'était ce mois de septembre, début du mois de septembre 2022. Alors, il y avait la chargée de com de la mairie de Pounavia qui était là, pour filmer un peu tout ça, puis pour voir, parce qu'elle est aussi amoureuse des animaux. D'ailleurs, elle a adopté un de nos chiens. En fait, nous, ça nous a un peu traumatisés, parce que la méthode utilisée par le prestataire, elle n'était pas hyper bienveillante. Mais on lui a dit, hein, là, on échange beaucoup. On est beaucoup dans l'accompagnement, la bienveillance. Hein, on n'est pas là pour taper sur les uns et sur les autres. On est en train de monter un projet commun. Donc, on est en train de se fabriquer, on est en train d'inventer des choses. On est en train d'inventer des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de penser. Et donc il faut être on va dire, relax par rapport à tout ça. Mais c'était pas non plus de la faute du prestataire, il s'est pas formé en fait. C'est un monsieur qui est génial, qui rend service, il est beaucoup critiqué, mais après c'est comme je te disais tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce qu'en Polynésie on a ce comportement particulier pour certaines raisons? En fait c'est juste de la méconnaissance. D'où l'idée de monter en compétence en fait tous nos agents. Plus on a de la connaissance sur un sujet, et mieux on le maîtrise et mieux ça se passe en fait. Et donc pour moi la simple raison c'est qu'il a une certaine pratique qu'on est en train de faire évoluer ensemble, voilà, parce qu'on est en partenariat, c'est le prestataire de nos deux communes, et puis en fait on a une belle collaboration, on aimerait que ça aille plus vite, mais voilà, il savait pas en fait, tout simplement, on lui a juste expliqué, ben non, faut plus faire comme ça, en tout cas pas chez nous. Et pour telle et telle raison, parce que tu vas amener un chien stressé, nous ça va nous poser des problèmes en termes de gestion, puis ça va pas être évident de l'approcher, puis les fois où on va devoir, ne serait-ce que d'amener nos chiens chez notre vétérinaire, ça va être compliqué, parce qu'un chien qui est traumatisé, il va être très méfiant de nos gestes, des objets qu'on va pouvoir utiliser. Nous on essaie de minimiser l'utilisation par exemple du lasso, hein. On a des perches avec un lasso, parce que c'est ultra traumatisant pour un chien. Et donc nous, en fait, on va utiliser au maximum nos mains en fait. Je vais revenir à Franck Duranteau. La première fois que j'ai visité sa fourrière animale, il nous a montré en fait les équipements de protection que la commune avait acheté pour protéger ses agents, qui pourrissaient dans un sac plastique, parce qu'ils n'en ont pas besoin en fait. Moi, quand il m'a montré ça, j'ai dit ok, on va travailler avec lui parce que finalement, il a raison de bien traiter les animaux, parce que derrière, tu n'as pas besoin de te surprotéger. Pourquoi se protéger quand on est respectueux l'un vers l'autre avec l'animal? Il n'y a pas besoin. Voilà. Après, il faut faire attention. On n'est pas à l'abri un jour de recevoir un coup de dent. Donc on est quand même attentif. On a des règles qu'il faut respecter, que tous nos agents ne respectent toujours pas, parce qu'on a une équipe de filles qui est amoureuse de nos chiens, et c'est compliqué de leur dire ne mettez pas les doigts à travers les grilles, parce que voilà. Après elles connaissent tellement bien les chiens, moi je leur fais confiance, mais bon, on a des agents qui font respecter le minimum de règles pour que ça se passe bien, et notamment pour tous nos visiteurs qui viennent en fait dans notre foyer.
proposé le job puisque il était prévu qu'on euthanasie les chiens. Et j'ai tout simplement répondu à mes élus, en fait, dans la réglementation, passer le délai réglementaire qui nous oblige à rechercher le propriétaire de l'animal, le chien nous appartient et on a le droit de vie ou de mort. Et beaucoup de fourrières en fait, choisissent le deuxième chemin. J'ai dit, en fait, on a la possibilité de les faire adopter via des associations de protection animale. Donc nous, on les remet gracieusement à l'association qui procède à l'adoption. J'ai dit, pourquoi on n'utiliserait pas ce chemin-là? Et pour les convaincre, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est l'argument économique. À l'époque, moi j'ai fait les calculs, en fait, l'euthanasie d'un chien, en fait, ça coûtait l'équivalent, on va dire, de 45 jours de croquettes. Donc je leur ai dit, laissez-moi au moins 45 jours. Pour que je les fasse adopter, ça reviendra moins cher que de l'euthanasier le chien. Et c'est comme ça que je les ai convaincus, en fait, c'est pas l'argument économique. L'aspect bien-être animal est venu après, mais il fallait au moins commencer. Et donc, la première adoption, oui, je m'en souviens parce que en fait, il y a vachement d'émotions là-dedans. C'est des chiens qui ont vécu quelque chose de pas commun dans la rue, qui n'ont pas forcément été bien traités. Et ici, ils ont trouvé un endroit. Alors ça reste quand même un lieu de détention, on ne s'en cache pas, mais un endroit calme où ils sont respectés. Oui, les premières adoptions, en fait, les chiens ne voulaient pas partir. Quand on les traite bien, en fait, ils ne veulent pas partir. Et y compris, alors sans parler des adoptions, parce qu'on a eu quand même des retours, on a retrouvé certains propriétaires de chiens. Et même là, les chiens, en fait, ils partaient à reculons parce que ils savaient. Alors, c'est pas parce que leur propriétaire les maltraitait, mais ils savaient qu'ils allaient se faire gronder, voire un peu taper, parce qu'ils s'étaient échappés de la maison. Donc c'était plus ça. On les voyait un peu, on se disait, oh là, on va recevoir une fessée là parce qu'on a fait des bêtises. C'était plus dans ce sens-là. Mais on va dire que les premiers souvenirs que j'ai moi par rapport à ça, c'est ils étaient tellement bien chez nous qu'ils ne voulaient pas partir. Après, dans les familles adoptantes aussi, ce qui était touchant, c'était que ça marche par coup de cœur, mais que dès que le coup de cœur se fait, c'est magique en fait. Puis ça se fait tellement naturellement, et puis les chiens en fait ils savent. C'est-à-dire que quand on a des visites, ils savent en fait qu'ils vont les choisir. Alors je sais pas comment c'est un peu magique tout ça, mais ils sentent le truc. Et du coup, en fait, ils se mettent tout de suite dans la condition où ils vont être bien en fait, avec la personne qui va les accueillir à la maison. En fait, Et la magie, elle s'opère tout le long, comme ça, jusqu'à la voiture. Et puis après, le chien part avec sa nouvelle famille. Et c'est très émouvant, chaque fois, ces moments-là. Chacun a sa stratégie. Il y en a qui sautent de partout. Il y en a d'autres, ils font les yeux doux, tranquillement. Ils parlent pas beaucoup, ils aboient pas beaucoup. Donc, voilà, chacun a sa stratégie. Mais c'est vrai que ça... en fait, quand on a de nouveaux arrivants, en fait, ce sont nos chiens de garde. En fait, Donc déjà, ils signalent. Donc on sait qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent dans notre fourrière. Et après, il y a le moment de la visite, effectivement, là, ils vont essayer d'attirer l'attention. C'était lors de notre dernière grande journée portes ouvertes, donc c'était en décembre de l'année dernière, où là, ils se sont tellement donnés qu'au bout d'un moment, c'était long, et c'était fatigué d'attirer le regard, donc ils étaient tout calmes. Là, je me suis rendu compte, en fait, que c'était vraiment un moment important pour eux, pour se mettre en valeur et attirer l'attention, en fait, d'éventuels adoptants, en fait. On va dire qu'on est fait tout le temps aux journées portes ouvertes, déjà. Mais après, on fait des événements particuliers, où là, on va peut-être faire venir des prestataires, des associations pour nous accompagner dans cette démarche d'information, de sensibilisation et puis d'adoption de nos chiens. Et donc, c'est pas à l'occasion forcément de ces journées portes ouvertes qu'on a eu les premières surprises. C'est quand on a démarré, en fait, avant même qu'on puisse montrer ce qu'on faisait, on a été très critiqué. Moi, ça m'allait, parce que vu les pratiques qui se font par ailleurs, je comprenais très bien la méfiance qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'une fourrière. Donc on a été traité de tous les noms dans les réseaux sociaux. Ça partait de couloir de la mort, de tueurs, etc. J'acceptais, c'était pas un souci. Après, moi, j'ai passé beaucoup de temps en fait à expliquer ce qu'on faisait. Et ensuite, j'ai invité tous ces internautes, en fait, parce que ça se passait beaucoup sur les réseaux sociaux, à venir nous rendre visite. Et c'est là où, en fait, on a eu nos premières visites, et ça a été une grande surprise pour tous ces gens-là, en fait, qui découvraient notre fourrière. Et la première réaction, c'est « Ah, mais c'est propre. Ah, mais ça sent pas mauvais. Ah, mais vous maltraitez pas les chiens. » C'était ça les premières réactions. Et donc, pour nous, en fait, c'était gagné à partir du moment où, en fait, on a montré qu'on faisait sincèrement les choses et que les gens en étaient convaincus. Ce qui s'est produit derrière, c'est que toutes ces personnes qui sont venues nous rendre visite, après c'était nos modérateurs en fait sur notre page Facebook
Donc au départ, moi je modérais énormément, hein, alors sans supprimer. Moi j'ai quasiment jamais supprimé les mauvais commentaires, sauf quand ça visait des personnes. Hein, je préfère les laisser, je préfère voilà, qu'on visualise ce qui s'est réellement passé dans notre histoire et de voir comment nous on a argumenté derrière pour leur démontrer le contraire de ce qu'ils imaginaient en fait de notre structure. Puis ça a fonctionné, voilà, et ensuite on a recruté Candy qui est juste à côté là, qui a été au-delà de nous ce qu'on faisait déjà en matière de communication. On était plus dans essayer de convaincre les gens de ce qu'on faisait. Maintenant, on est vraiment dans la promotion de notre action et de notre politique en fait à tout point de vue au niveau du SICFA. Alors ça a commencé même avant qu'on ouvre. Alors dans la période des travaux, des autorisations, parce que j'ai beaucoup d'amis dans les associations, donc j'ai tiré un peu mes antennes. Et j'entendais dire qu'ils allaient mettre en place des actions pour contrer l'ouverture de la fourrière. Du côté des élus aussi, ils me disaient bon, faut faire attention aux associations. Ça aussi, je l'ai entendu. Et je voyais pas de problème en fait à ce que les gens en fait critiquent. Moi, je trouve ça normal en fait. On a un projet de structure publique. Il faut pouvoir apporter un regard en fait critique. Alors, s'il est constructif, c'est mieux, mais s'il est critique, c'est pas grave. C'est normal en fait qu'on se pose des questions, c'est normal qu'on soit méfiant. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, nos animaux sont pas bien traités en Polynésie. Et pourquoi ils seraient bien traités par une structure publique? Si déjà dans la rue on les traite pas bien. Donc c'est légitime d'avoir ce genre de questions. Donc moi ça m'a jamais perturbé. Voilà, j'ai pris ça en compte, j'ai écouté. Et effectivement, les débuts, il y a eu beaucoup de méfiance, mais il n'y a jamais eu à part les quelques mots de certains passionnés dans certaines associations sur les réseaux sociaux, il y a toujours eu respect. Et puis avec les visites, les échanges, parce qu'on échange beaucoup avec les associations, ça se passe bien aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait cette méfiance au départ, qu'il a fallu adoucir et puis faire disparaître. Alors, elles sont toujours méfiantes. On a toujours des petits mots de temps en temps à l'occasion de réunions, de coups de fil ou sur les réseaux sociaux. On vous surveille. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que dès le départ, elles nous demandaient des comptes. Combien de chiens vous avez euthanasiés? Je fais, on fera des bilans. Ce sera disponible si vous avez besoin. Moi, je cache rien. Pourquoi cacher ce qu'on fait ici, le nombre d'adoptions, le nombre d'euthanasies? Nous, on justifie, on fait tout ce qu'on fait. On ne pratique pas d'euthanasie pour le plaisir. Chaque euthanasie est pesée, on en discute. C'est souvent pour des raisons de santé d'ailleurs qu'on procède aux euthanasies. C'est pour soulager en fait ces animaux qui sont en pleine souffrance. Après, parfois ça nous est arrivé, mais c'est assez rare qu'on ait dû euthanasier parce qu'on n'avait plus de place. Alors c'est vrai que j'ai pas fini la présentation de la fourrière, on n'a que 20 box, 20 courettes. Le terme consacré, c'est courettes. Alors, on a une fourrière, ça c'est la structure juridique communale qui permet de garder des animaux qui ont été capturés pour des raisons de divagation sur les voies publiques ou pour des raisons de morsure, ils ont attaqué ou agressé quelqu'un, donc on récupère ces chiens ici. Et l'endroit où vivent les chiens, c'est le chenil, qui est composé de courettes ou de box. Donc on n'en a que 20. Et nous, il faut qu'on gère avec ça. Alors la particularité aussi, c'est qu'une fois que j'ai réussi à convaincre mes élus de pouvoir garder les chiens, en fait, je les ai gardés plus de 45 jours. Voilà. Parce qu'on avait de la place et que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui revient plus cher dans notre structure, ce sont nos salaires en fait. Les croquettes, ça coûte rien, c'est vraiment une cacahuète dans le budget de fonctionnement. Et donc ça aussi, ça m'a permis de convaincre les élus de les garder plus longtemps. Et donc il y a des chiens qu'on a gardés plusieurs mois, comme c'est le cas en fait à la fourrière d'Aloué, dont on s'est beaucoup inspiré. Tant qu'on peut les garder, on les garde en vie, jusqu'à ce qu'on puisse leur trouver une famille. Des fois, on n'a pas le choix. Malheureusement, pour des raisons de santé, il faut les euthanasier. Pour abréger la souffrance des animaux, des fois, par manque de place, on le fait. Mais voilà, nous, quand on procède, on fait ce choix-là, on l'écrit, on prend la responsabilité en fait. C'est pesé. On endosse, nous, la responsabilité de ce choix-là. Et donc, c'est pour ça, si les associations, là, il faut que je sorte les bilans. On est encore en train de les écrire, parce qu'on est toujours un peu décalé, parce que moi, je finis les bilans au moment où je sors les budgets. Les budgets, on le sort à la fin du mois de mars. Donc là, ils seront complets et je les diffuserai volontiers. Et si les associations ont besoin d'informations complémentaires sur les euthanasies en particulier, en fait, on peut documenter, en fait. Nous, c'est pas un problème. On essaye de toujours justifier pourquoi on fait les choses. Voilà. En fait, quand on nous a formés au départ, on nous a dit vous allez vous habituer. En fait, on s'y habitue pas. Même pour les gars qui sont...
Alors c'est vrai qu'au début on nous a dit non, ne donnez pas de surnom, de nom aux chiens, il faut pouvoir s'en détacher en fait. Hein. Bon, on le fait, les gars le font, les filles le font, on peut pas s'empêcher nous de créer un lien en fait. Hein. Et après il faut le défaire le lien. Donc ce qu'on avait fait comme choix au départ, c'est de se former justement sur ça, sur comment gérer en fait ces conflits qu'on crée en fait à travers ce type de gestion. Hein. D'ailleurs, on a là, à l'issue des dernières discussions que j'ai eues avec les agents, on va réorganiser ce type de formation parce que c'est très utile. C'est pas évident. Voilà. Moi, j'ai encore du mal à assister en fait à l'euthanasie des chiens parce que même si je les connais pas tous, je les connais moins que mes agents qui sont au contact au quotidien, c'est difficile en fait.